Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui, à première vue, est très personnelle. C'est le départ d'un prêtre, le père Gauthier de Chaillet, de son ministère dans le diocèse de Versailles. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas tant l'événement lui-même que le document qu'il a provoqué. Un collectif, Voix libérée, a publié une analyse qui utilise ce départ comme un véritable scanner en fait, pour révéler des fissures potentielles dans les fondations de l'institution. Oui, c'est exactement ça le cœur de notre discussion. On va voir comment ce collectif passe de la question « Pourquoi cet homme est-il parti ?», à une autre question beaucoup plus... Dérangeante. Oui, beaucoup plus dérangeante et plus systémique. Qu'est-ce qui, dans notre structure, peut fabriquer de la souffrance ? Le projecteur est complètement déplacé. Tout à fait. Et il faut bien comprendre que ce texte, ce n'est pas un article de journal. C'est une interprétation, presque un acte militant. Ils prennent ce cas et ils disent « Attention, ce n'est pas juste une anecdote, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond ». Leur point de départ, c'est ce qu'ils appellent la souffrance intime et prolongée. Celle qu'on ne voit pas. Voilà, celle qui mûrit en silence. Et à partir de là, ils construisent de toute une réflexion sur ce que l'Église pourrait faire différemment. Alors, plongeons dans cette analyse. Le collectif, il commence par refuser l'explication la plus simple. Ils décrivent la décision du père Gauthier non pas comme un geste impulsif, une sorte de crise soudaine, mais comme l'aboutissement d'un cheminement difficile. C'est ça. L'image qu'ils utilisent, c'est celle d'un mal-être croissant qui, petit à petit, aurait vidé son engagement de son sens. L'idée d'une érosion lente, en fait. Et insister sur cette lenteur, ce n'est pas un détail. C'est même stratégique de leur part. Si c'était impulsif, on pourrait conclure que c'est une faiblesse personnelle, un coup de tête, et du coup, l'institution n'y serait pour rien. Bien sûr. Mais en parlant d'un long cheminement, ils posent immédiatement la question qui fâche. Comment est-ce possible ? Comment des années de formation au séminaire, des années de suivi, peuvent-elles passer à côté d'un malaise si profond et persistant ? C'est une question redoutable. Ça revient à dire, le système de détection, le système de soutien n'a pas fonctionné. Exactement. On n'est plus en train de juger la personne qui part, mais d'évaluer le système qui était censé la porter. C'est tout à fait ça. Le texte met en lumière ce paradoxe terrible, un sentiment de solitude, d'enfermement, au sein même d'une structure qui prêche la communion et le soutien. Le collectif ne dit pas que c'est le cas pour tout le monde, bien sûr, mais il dit que ce cas révèle une faille. Une faille ? Une faille où un individu peut se sentir profondément seul, même entouré. Et c'est ce constat qui leur sert de tremplin pour proposer non pas des pansements, mais de vraies réformes. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Le collectif ne fait pas que critiquer, il formule des propositions très claires, en 3 grands axes. Le tout premier, il concerne les fondations même du parcours d'un prêtre, la formation. Ils appellent à renforcer la formation humaine et psychologique. Oui, et il faut bien saisir ce que ça implique. Ça veut dire que la théologie, la liturgie, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Ou plutôt, ça ne peut pas tenir si la base humaine n'est pas solide. Le collectif parle concrètement d'apprendre à gérer ses émotions, de mieux se connaître. D'identifier ses propres fragilités. Oui, de savoir gérer les relations, les conflits, des compétences qui sont parfois vues comme secondaires, un petit plus, alors que pour eux, c'est le cœur du réacteur. Mais on pourrait se dire que ce genre de formation existe déjà dans les séminaires, non ? Il y a des psychologues, des sessions sur le développement personnel. Qu'est-ce que le texte suggère de si différent ? La différence, je crois, c'est une question de priorité et de culture. Le document, il laisse entendre que c'est souvent une couche de vernis, une option, plutôt que le socle sur lequel tout le reste est construit. L'idée ici, c'est de dire qu'un prêtre qui se connaît pas lui-même, qui sait pas comment fonctionnent ses émotions, sera non seulement malheureux, mais aussi moins apte à accompagner les autres. Ce n'est pas juste une question de confort personnel, donc ? Non, pas du tout. Il s'agit de lui donner les outils pour exercer sa vocation dans la sérénité et l'intégrité. C'est un outillage professionnel pour un marathon qui dure toute une vie, pas juste pour un sprint au séminaire. Ce qui veut dire que la fin du séminaire ne devrait pas être vue comme une ligne d'arrivée, une sorte de diplôme de santé garantie, mais plutôt comme le début d'un parcours où le besoin de soutien est permanent. Et ça nous amène directement à leur deuxième point. C'est la fondation, l'accompagnement, c'est la maintenance de l'édifice. Et sur ce point, le collectif est très direct. Leur deuxième axe, c'est assurer un accompagnement constant et attentif.
Ils insistent sur le fait que la responsabilité de la hiérarchie, de l'évêque, n'est pas seulement administrative. Gérer les nominations, les budgets. Voilà. Elle est d'abord humaine et spirituelle. L'image qui se dégage, c'est celle d'un filet de sécurité relationnel qui ferait défaut. Le texte appelle à un suivi régulier, personnalisé, où un prêtre pourrait parler de ses doutes, de sa fatigue, sans avoir cette crainte du jugement ou de la stigmatisation. C'est ça. Pouvoir dire Je n'en peux plus » sans que ce soit perçu comme un échec. Et cet appel, ça change radicalement la vision de la hiérarchie. On passerait d'un modèle de manager qui gère des ressources humaines à un modèle de pasteur qui prend soin des personnes. La relation change. Complètement. Ça transforme la relation de subordination en une relation de sollicitude. Mais évidemment, ça soulève une question très concrète. Oui, et c'est celle que je me pose. C'est une vision magnifique, mais est-ce que c'est réaliste ? Un évêque gère des dizaines, parfois des centaines de prêtres. C'est vrai. Le document ne propose pas de plan logistique détaillé. Son but, c'est de poser un diagnostic culturel. Il ne dit pas l'évêque doit passer 1 heure par semaine avec chaque prêtre, il dit que la culture doit changer. Donc, créer un environnement différent. Oui, peut-être déléguer cet accompagnement, créer des plus petites fraternités de prêtres, former des personnes relais. L'enjeu, c'est de créer un environnement où la vulnérabilité est permise. La question implicite posée par le texte est: est-ce que les supérieurs eux-mêmes sont formés à cette écoute? Ont-ils les outils pour repérer un confrère qui va mal? Souvent, j'imagine que la réponse est non. Ils sont pris dans une logique de gestion de crise. Ils réagissent quand le problème explose. Ce qui est l'exact opposé de la prévention. Et voilà, on y arrive. C'est leur troisième point, qui est peut-être le plus ambitieux. Après avoir demandé de mieux construire la formation et de mieux entretenir l'accompagnement, ils veulent carrément éviter l'accident. Le troisième axe, détecter et prévenir les situations de souffrance prolongée. Et ce mot prévention, c'est peut-être le plus radical de tout le document, parce qu'il fait basculer toute la conversation d'une logique de réparation, on gère une crise quand elle arrive, à une logique de conception. C'est comme en ingénierie. C'est une très bonne analogie. Au lieu de se demander comment on va réparer le pont une fois qu'il s'est effondré, on se demande comment le concevoir dès le départ pour qu'il ne s'effondre jamais. Le collectif demande à l'Église de repenser l'ingénierie humaine de son clergé, en quelque sorte. C'est exactement ça. Mais concrètement, comment est-ce qu'on prévient une souffrance psychologique? Ça peut paraître assez vague. Le texte parle de la nécessité de développer des outils et des repères. Il ne s'agit pas de mettre en place un système de surveillance, bien au contraire. Il s'agit plutôt d'une culture de la vigilance partagée. Apprendre à reconnaître les signaux d'alerte, même les plus discrets. Un confrère qui s'isole, qui devient cynique et qui est toujours épuisé. Voilà. L'idée est de ne plus voir ces signes comme des défauts moraux ou un manque de foi, mais comme les symptômes d'un système qui est peut-être en train de broyer un individu. Donc il s'agirait de former tout le monde, pas seulement la hiérarchie, à être plus attentif, une sorte d'alphabétisation psychologique et émotionnelle à l'échelle de l'institution. C'est ça. La prévention, c'est affirmer que la souffrance vécue par le père Gaultier, et potentiellement par d'autres, n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un risque du métier auquel il faudrait se résigner. Non. C'est le résultat d'un processus qui aurait pu être interrompu. Et affirmer cela, c'est... C'est affirmer très fortement la responsabilité de l'institution. On passe de la gestion de crise à la promotion du bien-être. Et ce changement de paradigme, il est énorme. Alors après avoir disséqué ces trois axes, formation, accompagnement, prévention, quel est le message final? Qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? On sent qu'il y a un message plus fondamental derrière les critiques. Absolument. Et le collectif l'explicite très bien à la fin. Au-delà de toutes les propositions techniques, leur appel est un appel à la compassion et à la vigilance. Ils utilisent la lettre du père Gaultier comme une leçon, une invitation à écouter et à respecter la fragilité humaine. Qui n'est pas une faiblesse à cacher. Non, c'est une réalité constitutive de l'être humain qui doit être accompagnée. Leur phrase clé, c'est que le respect, l'écoute et l'attention aux fragilités humaines doivent toujours primer. C'est presque un principe directeur qu'ils proposent pour toute l'institution. Et on le voit dans leur propre posture d'ailleurs. Ils précisent qu'ils accueillent la décision avec respect et empathie et demandent qu'elle soit reçue sans jugement. Et ce n'est pas anodin. Ils modélisent l'attitude même qu'ils réclament. Ils montrent par l'exemple ce que signifie cette culture de la bienveillance. Leur analyse, ce n'est pas un réquisitoire froid et accusateur. C'est un plaidoyer dont le but ultime est la dignité de la personne. Ils veulent rendre visible l'invisible. C'est leur engagement final, oui. Continuer ce travail,
pour que la souffrance individuelle ne reste jamais invisible. Si on devait résumer les points essentiels de cette analyse, on pourrait donc dire que le départ d'un prêtre, un événement singulier, est utilisé comme un miroir tendu à toute l'institution. C'est une bonne image. Et ce miroir révèle des besoins urgents, une formation humaine qui soit centrale, un accompagnement qui soit réellement fraternel et une culture de la prévention. C'est un plaidoyer pour une Église qui prend soin de ses prêtres, non seulement pour leur bien-être, mais pour sa propre crédibilité. C'est une excellente synthèse. Et cette analyse, aussi complète soit-elle, nous laisse avec une dernière piste de réflexion. Une question en suspens. Le document de Voix libérée, il se concentre logiquement sur ce que l'institution, la hiérarchie, peut et doit faire. La responsabilité est clairement placée au niveau structurel. Et c'est là qu'une autre porte s'ouvre. Exactement. Une question que le texte ne pose pas, mais qui me semble inévitable, c'est la suivante. Au-delà du soutien institutionnel, quel rôle la communauté des fidèles, les paroissiens, peut-elle jouer ? Ah oui ? Est-ce qu'ils peuvent eux aussi déceler et alléger le poids de la solitude que ressentent parfois leurs prêtres ? On charge beaucoup la barque de la hiérarchie, et à juste titre, mais la vigilance, l'écoute, le simple fait de demander « comment allez-vous vraiment ?» Est-ce que c'est seulement l'affaire des supérieurs ou est-ce aussi celle de la communauté au sens large ? Une communauté qui parfois sursollicite ses prêtres. Voilà, la santé d'un prêtre est-elle seulement une affaire cléricale ou est-elle aussi une affaire communautaire ? C'est la question que ce texte nous invite à explorer ensuite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.